Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à The Mandalorian et qu'on va plutôt appeler Le Mandalorien parce qu'après tout nous sommes français donc ne nous privons pas. Je vous préviens tout d'abord que cette vidéo va spoiler complètement l'épisode donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille bien sûr de revenir voir la vidéo ensuite. Donc c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice d'analyse d'une série donc je compte sur vous et sur votre indulgence pour m'aider à améliorer tout ça pour qu'on progresse ensemble. Bref, on va commencer par un petit résumé de l'épisode et je vous donnerai ensuite mon avis. Nous commençons donc cette série in medias res, c'est-à-dire directement dans l'action, avec notre Mandalorien qui débarque dans une cantina, non pas pour sauver un homme mais pour le capturer. Après quelques péripéties, ils parviennent à emprunter le vaisseau du chasseur de primes et une fois à son bord, le prisonnier tente évidemment une nouvelle fois de s'échapper, mais le Mando met définitivement un terme à ses rêves d'échappade en le plongeant directement dans de la carbonite. Il s'envole ensuite en direction d'une planète inconnue et ça je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas le nom des planètes mais bref, pour livrer tous ces prisonniers à son employeur, Greef Karga, le leader de la guilde des chasseurs de primes du coin. Après une négociation difficile, le Mandalorien parvient même à décrocher un nouveau boulot qui le mène auprès d'un impérial et malgré une rencontre tendue, le chasseur de primes accepte la mission qui lui est confiée, à savoir de trouver un être de 50 ans sur une certaine planète. Il va être amené à faire la rencontre d'un Ugnaught qui va l'aider dans sa quête et une fois sur place, il apprend qu'il doit faire face à plusieurs dizaines de mercenaires armés jusqu'aux dents. Et c'est à ce moment précis que décide d'intervenir un autre chasseur de primes, le droïde IG-11, qui décide de ne pas faire dans la finesse. Les deux compagnons d'infortune parviennent malgré tout à se défaire de leurs adversaires et à trouver l'objet de leur prime, qui s'avère être en réalité ni plus ni moins qu'un nourrisson de l'espèce de Yoda. Le droïde pense d'abord à le tuer, mais le Mandalorien refuse en empêchant son compagnon de faire feu en tirant le premier. L'épisode se conclut sur un plan nous montrant le chasseur de primes tendre la main vers le bébé qui lui tend la main en retour. Bon, globalement, on peut déjà dire que cet épisode m'a énormément plu. Tout n'est pas parfait, bien sûr, je trouve par exemple que le rythme est assez lent, et plus particulièrement au début, mais en même temps je ne suis pas étonné, car nous sommes dans une série qui essaie de proposer quelque chose de nouveau, de neuf. Elle prend donc son temps pour installer son univers, et elle utilise de nombreux plans, disons, d'introduction, pour bien nous présenter tout cela, et pour nous montrer dans quel monde évolue le Mandalorien. Et c'est un univers qui personnellement me plaît énormément, car on retrouve moult références à la saga, et j'en ai probablement raté quelques-unes, mais que ce soit au niveau des environnements, des créatures, tout nous est familier pour nous fans de Star Wars, donc il n'y a aucun souci à se faire de ce point de vue là, nous sommes bien dans le même univers. Même au niveau des effets spéciaux, il y a eu un moment ou deux où je me suis dit oulala ça fait bizarre, mais dans la majorité de l'épisode, tout est bien géré. Et puis la combinaison entre maquette et CGI est très bien gérée, ça ne nous fait pas sortir de l'histoire, donc de ce point de vue là, c'est également un très bon point. Autre point positif sur lequel je souhaite revenir, c'est la musique. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un adorateur de musique de film. J'adore écouter ce style de musique très orchestral, et pour moi, un film ne peut être qu'excellent que s'il a une ambiance musicale qui lui est propre, qui l'identifie et qui lui permet de sublimer certaines scènes. Et bien pour le moment, je dois vous avouer que je suis plutôt conquis par le travail de Ludwig Göransson, qui avait d'ailleurs déjà travaillé sur Black Panther ou bien encore sur Creed, et d'ailleurs en parlant de Creed, je ne sais pas vous, mais il y a deux passages dans le film où j'ai personnellement trouvé que la musique était extrêmement ressemblante aux musiques que l'on pouvait trouver dans un film Rocky. Et c'est selon moi particulièrement frappant dans le générique de fin, qui par ailleurs a une esthétique assez particulière, mais vraiment très jolie, qui donne un style assez historique, comme si on nous dévoilait en fresque une sorte de résumé de l'épisode que l'on vient de voir, ce qui est selon moi toujours particulièrement assorti au format d'une série. Mais sinon, pour en revenir à la musique, je la trouve dans l'ensemble assez marquante, j'apprécie également le fait qu'on laisse vivre la musique, c'est-à-dire que par moments, elle prend le pas sur l'image, et c'est elle qui, entre guillemets, mène la danse. Et c'est elle qui fait vibrer le spectateur, je pense particulièrement à la scène d'arrivée du Mandalorien dans la cantina au tout début, qui a un aspect vraiment tribal avec le son d'un instrument que je n'ai pas pu identifier, je m'y connais vraiment pas assez, qui revient régulièrement, et on a aussi ces gros bruits de tambour qui reviennent lors des scènes d'action pour marquer la réussite du chasseur de primes. Non, vraiment dans l'ensemble, de ce point de vue là, je suis clairement conquis. Un peu plus tôt, je vous disais que nous étions bien dans le même univers, et je dirais même plus, nous sommes vraiment dans Star Wars. Un Star Wars certes différent, mais qui garde les mêmes codes. Et le signe le plus démonstratif de cette liaison, c'est pour moi les transitions en volet, qui sont présentes non pas occasionnellement, mais bien à chaque fois qu'une scène se conclut et que l'on passe à un nouveau chapitre. Chose qui n'avait pas forcément été très bien respectée dans les épisodes 7 et 8, et je suis donc content de voir revenir ces transitions en volée, qui sont quand même la marque de fabrique de Tonton Lucas. Mais en même temps je ne suis pas étonné, car cet épisode est réalisé par Dave Filoni, qui est quand même l'apprenti de George Lucas en ce qui concerne la saga Star Wars sur les écrans.
D'ailleurs, autre chose qui m'a paru un peu étrange au début, c'est que malgré tout, on ressent bien qu'on est face à une toute nouvelle approche de la façon de traiter Star Wars, c'est-à-dire en série, car on a droit à un univers très intimiste, comme avait pu le faire remarquer le collègue Valou. On a vraiment l'impression d'être très proche des personnages qui sont assez isolés, là où on avait avant des héros qui se baladaient d'un endroit à un autre sans trop de soucis, en passant le plus clair de leur temps à effectuer des opérations ayant une envergure galactique. Là non, on comprend la vie de ces personnages qui sont là tous les jours, qui essaient de survivre, avec chacun leurs petits problèmes. On évoque par exemple le fait que certaines monnaies ne sont plus utilisées, que les primes doivent être plus élevées car le carburant coûte cher et attendez 2 minutes, ah bah si, pourtant on est toujours dans Star Wars, hein, autant pour moi. Bref, ce que je veux dire c'est qu'on pourrait presque croire que les personnages sont piégés dans leur quotidien et j'ai trouvé ça vraiment très intriguant et très intéressant comme nouvelle approche de l'univers de Star Wars. Et cela est dû au personnage principal du Mandalorien, que j'ai hâte de découvrir encore plus, mais le peu que l'on ait déjà vu aujourd'hui m'a dans l'ensemble plutôt bien convaincu. On a affaire à un personnage assez peu bavard, qui peut être très froid, mais qui a malgré tout des attaches. Je pense notamment à la scène du camp de réfugiés mandaloriens que j'ai trouvé super intéressante, notamment pour le lore, car j'espère pouvoir en apprendre beaucoup plus sur les Mandaloriens et sur leur culture dans cette série, même si on peut déjà penser qu'ils ont quelques similarités avec notamment la culture antique des Grecs, avec notamment ce casque de la forgeronne qui s'apparente énormément à un masque corinthien. Mais on peut également rapprocher la culture guerrière des Mandaloriens à la culture des Spartiates bien évidemment, et on peut également constater que visiblement cette tribu ne fait pas partie ni de la branche pacifiste des Mandaloriens qu'on avait pu découvrir dans The Clone Wars, mais qu'elle ne fait probablement pas partie non plus du clan des Death Watch. Il serait donc intéressant de découvrir à quel clan cette tribu appartient et si des rapprochements peuvent être faits avec d'autres personnages connus de la saga. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le personnage du Mandalorien, c'est toujours dans la scène du camp de réfugiés mandaloriens qu'il a une attache sur cette planète et qu'il veut aider ses proches et notamment les orphelins, car on est maintenant certain que c'était bien lui l'enfant dans la bande-annonce. Mais également cette ultime scène bien sûr qui nous prouve bien que derrière cette armure et ses armes, et plus particulièrement derrière ce masque, il y a bien un cœur qui est prêt à protéger ses proches. On peut d'ailleurs ressentir, malgré son côté je suis sûr de moi, une certaine fragilité, dans le sens où il ne réussit pas tout ce qu'il veut faire. On peut par exemple s'en apercevoir selon moi dans 2 scènes. La première c'est lorsque le morse de l'espace retient le vaisseau, on voit à sa réaction que tout ne se passe pas comme prévu, même s'il se rattrape ensuite, et enfin lors de la fusillade de fin, où toute la situation échappe de son contrôle, et on a failli nous refaire le truc habituel de je trifouille tous les fils pour ouvrir la porte, mais là heureusement ça ne fonctionne pas, et il ne parvient à s'en sortir qu'en manipulant le droïde, qu'il envoie comme bouclier, non pas humain mais droïde du coup, pour qu'il attire toute l'attention sur lui. Il y a aussi évidemment la scène avec le dressage du Blurg, j'avais oublié de la mentionner. Et pour finir avec les trucs que j'ai appréciés, on va revenir sur les 15 dernières minutes de l'épisode qui m'ont vraiment plu. J'ai vraiment beaucoup aimé l'association entre IG-11 et le Mandalorien, qui avait un caractère disons très sarcastique, vraiment proche de ce que pouvait être K2SO dans Rogue One, ce que j'appréciais déjà beaucoup, et je me disais même que ce duo allait faire des étincelles. Mais visiblement pour le moment c'est mal parti, enfin nous verrons bien ce que l'épisode 2 nous réservera. Et enfin, il est temps de parler de la révélation de l'épisode qui fera encore couler beaucoup d'encre, car l'on a déjà fait couler beaucoup, car elle vient confirmer certains leaks et certaines rumeurs sur la présence d'un bébé, enfin un bébé il a quand même 50 ans, après peut-être qu'à 50 ans l'espèce de Yoda est encore considérée comme un enfant, donc nous en apprendrons probablement plus sur cette espèce dans la suite de la série, ce qui est quand même assez dangereux, car tout le monde, moi compris, souhaite garder ce côté mystérieux à Yoda, mais malgré tout il faut reconnaître qu'il est vraiment trop choupi avec ses yeux de chat, donc j'avoue que pour cette fois je vais attendre avant de râler. Mais n'empêche, juste ce petit élément nous fait poser beaucoup de questions, pourquoi les impériaux le recherchaient, pourquoi ces mercenaires le conservaient, et enfin bien sûr que va décider de faire le Mandalorien, qui a déjà décidé d'abattre son compagnon droïde pour protéger sa prise. L'avenir nous le dira, à l'heure actuelle il est encore trop tôt pour tenter d'envisager des pistes pour la suite de la série, même si je pense que la mission du Mandalorien va consister à protéger le bébé, même si c'est pas forcément un bébé, pour le ramener auprès de ses proches. On a également ce personnage de docteur qui à mon avis va avoir un rôle crucial dans la suite des événements. Des gens sur Twitter ont fait remarquer que l'insigne qu'il porte est un symbole que l'on retrouve sur les clones de Kamino. La théorie la plus envisageable pour la suite est donc que ce petit groupe d'impériaux, et notamment ce docteur, souhaite cloner le petit Yoda, même si c'est pas Yoda, je ne sais pas encore s'il est sensible d'ailleurs à la force ou non, et ni dans quel intérêt il souhaiterait faire cela, mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau, car dans le comics Le Pouvoir de la Force 2, qui n'est désormais plus canon, les impériaux tentaient d'ores et déjà de cloner des personnalités, comme par exemple Starkiller, mais également Boba Fett. Mais bon, celui-ci s'en est rapidement rendu compte et a détruit toute l'installation, et heureusement d'ailleurs.
Bref, en résumé, c'était très bien, j'avais quelques doutes au début, mais maintenant je suis encore plus hypé et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Toutefois, une question se pose, cette série n'est-elle pas tellement orientée Star Wars qu'elle pourrait avoir du mal à attirer un nouveau public? Je pense que ça risque de poser quelques problèmes par la suite, mais nous verrons bien. Mais pour ceux qui le souhaiteraient, ne quittez pas tout de suite la vidéo, car je vais maintenant évoquer les quelques clins d'œil que j'ai pu repérer, et il y en a pas mal. Je vais donc commencer par les différentes espèces d'aliens que l'on peut voir à l'écran, comme les Quarren, qu'on avait déjà pu voir dans la bande-annonce, comme les Twi'lek, les Trandoshan, des Rodiens. Il y a également aussi au début un Kubaz, mais également des Jawa qu'on entreaperçoit rapidement en train de vendre des bouts de ferraille, comme toujours. On a également pu voir, et là ça me fait plaisir car c'est une petite vengeance personnelle, un Kowakia en train de se faire rôtir. Je trouve ça très marrant car cette petite bestiole m'a traumatisé dans mon enfance, et ce qui lui arrive est bien mérité. Au niveau des droïdes aussi, on retrouve de nombreuses têtes connues, des astromécanos, le droïde d'accueil de la bâtisse impériale qui est le même que pour l'entrée du palais de Jabba, et même un droïde gonk. C'est donc sympa de voir que les mecs qui ont fait la série connaissent vraiment l'univers dont ils parlent, et ça promet pour l'avenir. Au niveau des clins d'œil moins évidents, j'en ai repéré quelques-uns, comme le fait que le Mandalorien soit un peu en galère pour démarrer son vaisseau, ce qui évoque clairement les soucis de Han dans l'épisode 5 pour faire passer le Faucon Millenium en vitesse lumière. Et on peut également penser que le moment où le Mandalorien regarde dans sa lunette et est surpris par un blurg est clairement un parallèle évident à la scène de Luke Skywalker dans le 4 lorsqu'il se fait surprendre par un homme des sables. On peut également apercevoir au début de l'épisode un personnage qui pourrait être Constable Zuvio, un personnage qui avait été énormément teasé pour le réveil de la Force et qui a ensuite été retiré du montage final. Au début de l'épisode, on a également le personnage qui est traqué, qui fait une référence au Holiday Special, en disant qu'il souhaite se rendre à la fête de la vie, qui est l'événement auquel Chewbacca doit se rendre dans ce téléfilm avec sa famille. Ça commence quand même à faire beaucoup de références à ce truc-là, je trouve. Mais bon. Bref, voilà tout ce que j'ai à peu près repéré pour cet épisode. Aussi, j'aimerais revenir quelques instants sur les avis de la communauté. On peut voir que la grande majorité d'entre vous a adoré ce premier épisode, ce qui ne m'étonne pas vraiment, même si personnellement, et après un deuxième visionnage, je pense que je me placerai plutôt dans ceux qui ont aimé l'épisode mais qui quand même attendent d'en voir plus. Bref, voilà à peu près tout ce que j'ai repéré pour cet épisode. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous comptez voir les prochains épisodes. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, que la force soit avec vous, ciao.